Bonjour à tous, on va se retrouver pour une vidéo basique aujourd'hui parce que je me suis rendu compte en refaisant mon site web. D'ailleurs, si tu veux le visiter, tu peux aller checker, ce sera promis en description. J'ai un peu refait mon site web là où j'héberge mes ateliers, etc. Pour que ce soit un peu plus clair. Et en fait, je me suis rendu compte en rédigeant notamment mes articles de blog qu'il me manquait beaucoup de vidéos références, des vidéos où on parle vraiment des basiques de l'autisme. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, t'as déjà fait 300 vidéos sur l'autisme sur la chaîne YouTube, tu peux pas avoir oublié ça quoi. Et en fait, bah si, il y a certains thèmes qui sont basiques mais que j'ai pas vraiment abordé dans des vidéos dédiées. Et en fait, l'hypersensibilité sensorielle dans l'autisme, pardon, je bégaye un petit peu aujourd'hui, mais ça, voilà, c'est le matin, je vais me réveiller, y a pas de souci. Voilà, l'hypersensibilité sensorielle, ça fait partie de ces thèmes voilà, que j'ai évidemment abordés au fil des vidéos de façon voilà, plus ou moins lointaine. Mais là, j'ai envie de faire une vidéo qui sera dédiée à ça pour vraiment expliquer aux gens que tu sois autiste, que tu suspectes autiste, que tu sois pas du tout autiste, peu importe, et que tu as envie de comprendre ce que c'est. Voilà, le but c'est juste voilà, qu'on ait un petit peu une vidéo pour améliorer sa compréhension de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité sensorielle chez les personnes autistes? Alors, il faut savoir que l'hypersensibilité sensorielle, ça concerne quasiment tous les autistes, voilà, on va se dire ça comme ça. Je me souviens plus si c'est vraiment dans les critères diagnostiques piliers, etc. Parce que bon, quand j'ai été diagnostiquée, c'était pas encore vraiment imprégné dans les piliers de l'autisme. Enfin, c'est venu un petit peu comme un symptôme secondaire, on va dire, de l'autisme, et non pas un des trucs piliers comme voilà les intérêts spécifiques et les difficultés dans les interactions sociales. Mais n'empêche, voilà, moi quand je discute avec vous sur le groupe Facebook, quand je discute avec des gens autistes dans la vraie vie, l'hypersensibilité sensorielle c'est quand même un des trucs qui revient voilà, voilà, qui revient quasiment à chaque fois. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que d'une personne à l'autre, d'une personne autiste à l'autre, c'est extrêmement différent, extrêmement différent. Il n'y a pas une seule personne qui présente l'hypersensibilité sensorielle de la même manière. Et ça, je pense que c'est le premier truc à dire, notamment aux personnes qui seraient un peu moldues, qui démarqueraient dans le monde de l'autisme un petit peu, voilà, qui seraient nouvelles là-dedans. Et d'ailleurs, bienvenue, hein, bienvenue, on s'abonne, on met le pouce en l'air, tout ça, tout ça. Bref, mais ça, c'est vraiment important de le dire parce qu'encore une fois, vous pouvez pas comparer une personne autiste à une autre à ce sujet-là, sur le sujet des hypersensibilités sensorielles. Maintenant, on va un petit peu voir ça veut dire quoi dans le quotidien? Comment ça se présente dans le quotidien? C'est quoi la différence avec une personne neurotypique? Parce que vous allez me dire oui mais ok mais tout le monde est dérangé par le bruit, tout le monde a des préférences alimentaires, etc. C'est quoi la vraie différence entre une personne qui serait neurotypique, c'est-à-dire sans autisme, voilà, et une personne qui serait autiste? Alors on va commencer par un des problèmes desquels on parle le plus souvent en termes d'autisme, c'est la sensibilité au bruit. Voilà, la sensibilité au bruit. La plupart des autistes sont très sensibles au bruit, voire littéralement ça devient un handicap dans leur vie. Hein, ça dépend des gens. Alors moi, le bruit, je pense que le 5 sens auquel je suis plus sensible à titre personnel, c'est l'odorat, mais Louis vient juste derrière, en fait, on va dire ça comme ça. Je me balade dans le métro avec un casque anti-bruit de chantier, vous voyez, ou alors avec mes écouteurs anti-bruit, ça dépend voilà, de mon humeur. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau autiste, il va détecter les stimuli sensoriels un peu différemment que le cerveau aliste, c'est-à-dire non autiste. Et notamment, il va avoir du mal un petit peu à faire le tri entre les informations qui vont venir. C'est-à-dire qu'une personne normale, entre guillemets, quand elle va se retrouver dans une foule et qu'elle va discuter avec des gens autour d'elle, bah, naturellement, le cerveau va faire un petit peu le tri entre les sons les plus importants et les sons qu'il faut mettre un peu en arrière-plan. Ça veut pas dire que la personne va pas être dérangée par le bruit de la foule autour, ça veut pas dire que la personne va être parfaitement à l'aise et que ça va être comme dans un casque Bose où t'as tous les sons parasites qui sont filtrés, non non non, c'est juste que bon globalement elle va comprendre la conversation, elle va réussir sans trop d'efforts à suivre le fil de la discussion, etc. Là où une personne autiste va avoir beaucoup plus de mal à faire voilà, le tri entre tous les sons qui vont lui arriver dans la gueule, voilà. Et souvent voilà, les autistes pensent parfois qu'ils ont une ouïe surpuissante, ou alors du moins l'entourage pense ça. En réalité on a à peu près la même ouïe que tout le monde, hein, on a le même niveau d'écoute que tout le monde, enfin le même niveau d'ouïe, enfin je sais pas comment on dit ça, la même qualité d'ouïe. C'est juste que le cerveau fait moins le tri entre les sons parasites et les sons principaux qu'on est censé utiliser pour comprendre ce qui est en train de se passer devant nous.
Et moi c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal, et ça c'est vraiment un truc parfois je le cache, hein, je le cache même quasiment à chaque fois, mais quand je suis par exemple avec mes collègues, on mange au self et il y a beaucoup de monde et que la personne discute avec moi, je suis là, je fais un effort, mon cerveau fait un effort monstrueux pour arriver à suivre la conversation parce que j'entends les sons de la foule au même plan que les sons de la personne qui me parle. Donc c'est extrêmement épuisant et c'est pas forcément un truc qu'on va montrer parce qu'on a envie d'être digne, on n'a pas envie de faire chier la personne en face, on a envie peut-être d'être avec la personne et d'échanger avec elle, donc on n'a pas envie que ça s'arrête, donc on va faire semblant que ça nous dérange pas, mais je vous jure je vous jure que ça fait vraiment un enfer total, voilà. Et donc ça cause, voilà, il y a beaucoup de personnes autistes qui se plaignent de migraines, qui se plaignent d'épuisement, parfois même de burn-out, parce que elles n'arrivent pas à faire le tri entre les sons. Pareil, quand les personnes qui vont travailler dans des open space, qui vont entendre les bruits des collègues autour, etc., ça peut vraiment littéralement être un handicap. Néanmoins, je terminerai par ça, par rapport au bruit. Moi je connais des personnes autistes qui se débrouillent très bien dans le bruit. Voilà, il faut vraiment le dire. Je connais même des personnes autistes qui travaillent dans des supermarchés, là où il y a plein de bruit parasites, etc. Je connais des personnes autistes qui sont DJ. Enfin, je les connais pas personnellement, mais enfin j'ai vu ça dans des témoignages, etc. etc. J'ai tout vu en fait, j'ai tout vu. Et il y a autre chose qu'il faut dire également. Déjà, tous les autistes, voilà, sont pas forcément dérangés vraiment par le bruit. Parfois c'est juste quand ils sont fatigués, vous allez me dire ça c'est un peu tout le monde, hein, voilà. Voilà, tous les autistes ne sont pas sensibles pareil au bruit, et il y en a chez qui c'est même pas vraiment un handicap, c'est juste bon voilà, ok peut-être ils font un peu moins le tri que les autres, mais enfin ça va pas non plus leur ronger la vie comme d'autres autistes ça pourrait être le cas. Il y a aussi autre chose à dire, c'est que tous les sons c'est pas la même chose, hein, c'est comme les personnes neurotypiques, juste de façon un peu plus amplifiée. Par exemple, moi je connais plein d'autistes qui me racontent qu'ils ont des concerts, en fait qu'ils adorent ça. Voilà. Imaginons voilà, un autiste qui est fan de Taylor Swift, il va aller au concert de Taylor Swift, il peut totalement kiffer le concert sans mettre même de protection auditive, simplement parce qu'il est impliqué dans le son qui est en train de se présenter à lui, tout simplement. Voilà. Moi par exemple aussi je suis très peu dérangée par le bruit à Disneyland parce que je suis à fond dans mon truc, j'adore Disneyland, etc., etc., c'est mon délire, donc forcément je vais être moins dérangée par le bruit. Et encore une fois ça dépend d'une personne à l'autre, hein. Une personne peut, voilà, tout le monde réagit différemment à ça, c'est juste il y a des personnes chez qui ça va être un handicap extrêmement difficile à vivre et d'autres qui vont au contraire très bien naviguer voilà, dans leur vie sensorielle. Donc ça c'était pour le bruit. On va passer à un autre sens qui est le goût. Le goût c'est un vrai sujet dans l'autisme et on n'en parle pas assez. Voilà, il faut vraiment qu'on parle plus de ça parce que manger c'est un truc qu'on fait tous les jours et non seulement c'est un truc qu'on fait tous les jours mais en plus notre survie en dépend et notre santé en dépend. C'est-à-dire que si vous mangez tout le temps la même chose et de mauvaise qualité, vous avez une espérance de vie beaucoup moins élevée, vous avez plein de problèmes de santé, etc. etc. Et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les problèmes de digestion aussi dans l'autisme c'est un vrai sujet duquel on parle absolument pas assez. Quasiment tous les autistes ont des problèmes de digestion, moi y compris, c'est un enfer à vivre, voilà, donc faut vraiment qu'on en parle beaucoup plus. Parlons du goût. Alors le goût c'est pareil, chaque autiste vit différemment son rapport au goût, voilà, chaque autiste a ses goûts différents, etc. Je pense que au niveau du goût c'est exactement comme au niveau de l'ouïe, on a une sensibilité qui est, voilà, plus élevé, c'est-à-dire le cerveau va mettre beaucoup plus d'attention sur chaque micro-goût qu'il va percevoir, il va pas forcément faire le tri et voir les goûts d'ensemble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes qui aiment bien manger des aliments qui sont un peu fades, où c'est un petit peu uniforme, le goût est uniforme, et voilà, plutôt éviter les trucs au restaurant où il y a plein de petits ingrédients disséminés partout, etc., etc. Ça dépend évidemment des personnes, hein. Il y a des autistes qui s'en foutent complètement, qui mangent tout, voilà, faut le dire également, mais par exemple j'ai vu dernièrement qu'il y a des autistes qui ont du mal à manger sain, tout simplement parce que souvent manger sain c'est manger des ingrédients, enfin des aliments qui ont un goût imprévisible. Je donne un exemple tout con, les fruits. Si vous mangez par exemple des fraises, il y a des fraises qui vont être un peu plus molles, d'autres un peu plus mûres, d'autres plus acides, d'autres plus sucrées. Le goût est totalement imprévisible, donc du coup la personne autiste qui a besoin de prévisibilité, elle va avoir peur de goûter les fraises parce qu'elle se dit je sais pas sur quoi je vais tomber, tout simplement. Moi c'est pas trop mon cas, moi je mange des fruits, etc. J'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Moi par contre j'ai un autre souci duquel j'aimerais aussi parler, duquel on parle jamais aussi dans l'autisme, c'est que je suis très stimulée par le goût et ça m'arrive très souvent d'arrêter de manger, non pas parce que je suis rassasiée mais parce que mon cerveau est épuisé de traiter en fait tous ces goûts qui arrivent à lui. Et je sais que ça peut paraître bizarre, des personnes qui n'ont jamais vécu ça, mais je vous jure c'est très fréquent que même quand j'aime le plat, hein, c'est pas forcément un plat que j'aime pas, mais même quand je trouve le plat bon,
dans sa globalité, bah, je peux manger, puis au bout d'un moment mon cerveau il sature et j'ai plus envie de manger et en fait j'ai l'impression d'être rassasiée alors qu'en fait c'est juste mon cerveau qu'on peut plus et donc j'ai besoin de lui donner un break et voilà et ça fait que bah, du coup j'ai un peu des problèmes de sous-poids, enfin je suis pas en sous-poids techniquement mais enfin je pourrais manger un petit peu plus quoi, ça c'est clair. Voilà, donc ça c'est un problème aussi duquel je voulais parler parce que c'est quand même assez fréquent. Faut savoir que l'inverse est totalement possible, c'est-à-dire qu'une personne autiste peut être fascinée par un goût, voilà. Je sais pas, je dis n'importe quoi, un autiste, voilà, s'il trouve un aliment vraiment qui le satisfait pleinement, voilà, par rapport à ce qu'il aime, bah forcément il va pouvoir développer une fascination pour ce goût et vouloir manger un maximum de cet aliment. Voilà, tout existe, hein, il y a des autistes qui sont très handicapés par ça, il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, ça dépend des individus, mais voilà, fallait quand même qu'on parle de ça. Ensuite on va parler du toucher, grand sujet aussi. Le toucher, c'est pareil. Alors, je vais revenir sur cette affirmation que j'ai dit un peu en début de vidéo, c'est-à-dire le cerveau autistique a du mal à faire le tri entre les informations qu'il reçoit, et notamment les informations sensorielles. Donc forcément, quand vous allez porter un vêtement qui est bah voilà, pas hyper confortable, par exemple, je sais pas, des talons, par exemple des petites boucles d'oreilles qui font éventuellement du bruit, le petit collier, les petites bagues. Moi par exemple, le vernis à ongles, c'est ma phobie totale. Enfin, j'adore le vernis esthétiquement, enfin je trouve que c'est trop mignon le vernis à ongles, et j'adorerais en porter, mais juste, sincèrement, je ne supporte pas le vernis à ongles, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et j'envie trop les gens qui portent du vernis, ça me saoule, enfin bref, ça me saoule vraiment. Mais bref, quand votre cerveau n'arrive pas à traiter l'information, forcément, il va ressentir tous les stimuli sensoriels qui sont voilà, au niveau du toucher, tous les vêtements, etc. Et si vous portez un vêtement qui a des élastiques un peu trop serrés, un peu trop ci, un peu trop cela, le cerveau va pas pouvoir se détacher en fait de ça. Voilà, et encore une fois, ça dépend des personnes. Voilà, je vois des autistes qui s'habillent avec des trucs très fashion, avec des élastiques, etc. Voilà, ça dépend où on est. Et je tiens vraiment à le préciser parce que les gens ont du mal à saisir que tous les autistes sont pas pareils et que c'est à ce point différent d'un individu à l'autre, mais pourtant c'est totalement le cas. Moi par exemple quand j'étais enfant, et je sais que beaucoup parmi vous me l'avez raconté hein, sur le groupe Facebook, hein, quand j'étais enfant le col roulé c'était ma phobie absolue parce que je pouvais pas sortir en fait mon attention de ce col roulé là qui me serrait le cou et pourtant c'était pas trop serré, hein, c'était à ma taille ou quoi, mais ma phobie, j'ai porté ce pull une fois dans ma vie et j'ai dit à ma mère plus jamais quelle horreur le col roulé, etc. Et aujourd'hui c'est vraiment voilà, le vernis et même voilà, dès que j'ai un vêtement qui est un petit peu moins confortable, très vite je vais plus du tout le porter en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Et je vois aussi beaucoup d'autistes qui s'habillent uniquement en friperie parce que le vêtement de friperie est déjà porté et du coup il est plus confortable qu'un vêtement neuf, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça dépend encore une fois d'un individu à l'autre et encore une fois ça vient du fait que le cerveau ne fait pas le tri entre les informations qui lui viennent et du coup bah voilà, les trucs qu'on est censé mettre en arrière-plan, on va pas réussir à les mettre en arrière-plan. Voilà pour le toucher. Il y a aussi tout ce qui est voilà, le toucher avec les autres êtres humains. Les autistes sont très différents les uns des autres à ce niveau-là. Il y a des autistes qui vont adorer le contact physique, d'autres qui vont haïr ça et qui vont fuir en fait le contact physique au maximum. Ça dépend vraiment d'un individu à l'autre. Il y a aussi des autistes qui détestent l'effleurement, quand on effleure juste la peau, etc. Parce que voilà, ça c'est beaucoup trop stimulant du mauvais sens. Voilà, encore une fois, si vous vous posez la question par rapport à un proche, vraiment voyez comment lui il se comporte et ne partez pas du principe que voilà, puisque votre proche est autiste, il va forcément avoir telle sensibilité à ça ou ça ou ça, vous en savez strictement rien. Vous en savez strictement rien, c'est moi personnellement j'en sais strictement rien de comment votre proche vit sa sensibilité sensorielle. Voilà, c'est vraiment au cas par cas et là c'est vraiment juste je fais une vidéo d'information pour un petit peu expliquer tout ce qui peut exister comme difficulté. Je suis même pas exhaustive dans tout ce que j'énumère, hein. Il y a des autistes qui ont des particularités vraiment spéciales. D'ailleurs si tu veux un petit peu voir tous les témoignages de gens qui parlent de ces sujets là, deuxième lien dans la description, rejoins notre groupe Facebook, c'est gratuit, super ambiance, voilà, je vous remercie du fond du cœur, hein, même si je participe pas beaucoup aux discussions parce que vous avez capté, je peux pas être partout, mais vraiment l'ambiance est géniale sur le groupe et voilà, et ça me fait vraiment plaisir de lire ce que vous me racontez, ce que vous racontez entre vous finalement aussi beaucoup. Sur le groupe Facebook. Voilà, donc je pense que niveau sensorialité touché, je pense que c'est bon. Ensuite on a l'odorat. L'odorat, je pense qu'au bout d'un moment j'ai pas développé, vous avez compris, il y a une sensibilité qui est accrue, voilà. Moi, voilà, je voudrais juste peut-être donner un conseil aux personnes qui sont très sensibles à l'odorat et qui doivent parfois traverser des lieux qui sont odorants. Voilà, le chewing-gum, voilà, j'ai lu ça sur internet que c'était une technique en fait un petit peu
pour éviter voilà, de subir les odeurs quand vous allez à certains endroits en particulier, de mâcher un chewing-gum pour un petit peu masquer l'odeur en fait de là où vous allez. Voilà, je vous donne juste ce conseil, je trouve ça assez intelligent et simple comme conseil qui marche bien aussi. Voilà, mais effectivement, voilà, les autistes peuvent être très dérangés par les odeurs et ça peut aussi poser des problèmes sociaux en fait, desquels on parle pas forcément. Bah, déjà tout ce qui est les rapports, bah voilà, les rapports. Alors j'essaye de trouver un mot qui va pas me faire démonétiser, mais voilà, les activités conjugales entre amoureux, voilà, on va dire ça comme ça. Bah voilà, il y a beaucoup d'odeurs. Voilà, il y a des odeurs, il y a certains autistes qui vont avoir énormément de mal avec les odeurs qui se dégagent du corps, etc. Voilà. Et du coup, ça peut créer un petit peu voilà, des disputes dans les couples, voilà, qui sont pas forcément justifiées parce que la personne vit juste une difficulté sensorielle. J'avais une autre idée aussi, oui, par exemple, voilà, dernièrement, j'ai été invitée à manger un barbecue chez des amis, enfin chez des collègues en fait. Et puis, il y avait énormément d'odeurs de bouffe, il y avait des gens qui fumaient dans le jardin, donc la bouffe plus la fumée de cigarette, deux odeurs que j'ai du mal à supporter, ça a fait que j'avais vraiment juste envie de me casser de là, je vous le dis les amis, c'était un cauchemar pour moi, vraiment difficile à vivre, mais en même temps j'avais pas envie de dire bon ciao les gars, je me casse, voilà, c'était pas vraiment acceptable socialement, moi j'avais pas non plus envie que les gens se sentent voilà, détestés de ma personne, parce que c'était absolument pas le cas, voilà, c'est juste je supportais pas l'odeur, et voilà, des fois socialement, bah, ça donne des situations comme ça qui sont pas forcément agréables, on n'a pas envie d'être désagréable aux autres, du coup parfois on va se forcer, on va faire comme si ça nous dérangeait pas du tout, etc. etc. Donc voilà, ça peut amener vraiment à des situations qui peuvent être assez fatigantes, voilà. Bon, j'ai parlé de l'ouïe, j'ai parlé du toucher, de l'odorat. Qu'est-ce que j'ai oublié, les amis? La vue. Voilà. J'avais oublié la vue. Et évidemment, la vue, voilà, c'est pas un sens qui va échapper en fait à toute cette, au thème de cette vidéo, hein, tout simplement. Il y a beaucoup d'autistes qui sont très sensibles à ce qu'ils voient. Voilà. Et moi, je vois aussi, voilà, je suis une fille, une nana qui est autiste hein, sur les réseaux, qui s'appelle Megan Rhiannon. Je vous mets peut-être son. Voilà, j'adore cette nana, britannique, elle est britannique, elle parle de son intérêt spécifique pour le journaling, elle est formidable cette nana, je l'aime, voilà, c'est vraiment une des personnes sur les réseaux que j'aime le plus. Et elle parle pas vraiment d'autisme, hein. Elle parle très rarement d'autisme, mais c'est ça aussi que j'aime chez elle. J'aime voir des personnes autistes sur les réseaux qui parlent pas d'autisme, ça fait vraiment du bien aussi, de changer un petit peu, voilà. Mais elle parlait justement du fait qu'elle aimait bien que dans son appartement, toute sa décoration soit dans des tons neutres. C'est-à-dire pas des couleurs flashy, etc. Et ce qu'elle fait notamment, c'est que par exemple, elle retourne ses livres. Donc par exemple, là j'ai un livre sous la main, là vous avez le côté avec une couleur ultra flashy, et là vous avez une couleur... Alors en fait c'est un mauvais exemple puisque là, vous voyez que c'est vert aussi, mais enfin normalement les livres de ce côté-là ils sont blancs, voilà, enfin ils sont la couleur des pages. En fait elle met tous ses livres comme ça sur l'étagère pour que elle voit que du blanc ou que du beige et non pas les couleurs chatoyantes en fait des livres. Voilà, et il y a beaucoup d'autistes qui peuvent être dérangés par ça parce qu'ils sont très sensibles justement à toutes ces couleurs flashy, notamment voilà des publicités, voilà. Et voilà, donc ça c'est un des trucs qui peut arriver. Moi personnellement c'est pas spécialement mon cas, alors j'aime effectivement les tons neutres etc, mais je suis pas allergique à la couleur non plus. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et puis pareil, pour tout ce qui est des détails, les autistes ont souvent encore une fois du mal à faire vraiment le tri entre les informations, et quand il y a un autiste va voir une image avec beaucoup de détails, elle va d'abord regarder les détails comme ça un petit peu individuellement avant de voir l'image au global, là où une personne à liste va plutôt avoir tendance à voir d'abord le global et ensuite aller vers le détail. Donc ça c'est vraiment ce qui caractérise les spécificités de la vue chez les personnes autistes. Franchement il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet, à part voilà, il y a évidemment, voilà, moi personnellement je vous parle de ce qui me vient à l'esprit, mais enfin bon voilà, après chaque individu est tellement individuel que c'est difficile vraiment de parler de ça. Ce qui est vraiment important à retenir de cette vidéo, et je m'arrêterai là parce que bon voilà. C'est que, encore une fois, si vous avez des soucis à votre échelle personnelle, etc., voilà, essayez vraiment de voir qu'est-ce qui vous concerne vous, et surtout n'essayez pas de vous comparer à d'autres autistes. Moi je suis là voilà, pour vous parler un peu de ce qui peut exister comme possibilité, comme profil, comme sensibilité, mais vraiment le but c'est que vous vous disiez ok moi, comment je vis ça en fait individuellement, vous savez pas vous comparer. Moi ça c'est une grande erreur que j'ai faite quand j'ai commencé mes démarches diagnostiques, que j'ai commencé à m'interroger sur moi-même, c'est que je me comparais énormément aux autres autistes.
je me comparais. En fait, quand un autiste racontait son témoignage, je me sentais obligée de me reconnaître dans tout ce que disait la personne. Alors que c'est la pire manière de faire, c'est la pire manière de faire. Le seul truc que vous devez vous assurer, en fait, quand vous commencez les démarches, c'est de voir si vous êtes bien dans les critères principaux, c'est-à-dire les particularités sociales et les intérêts spécifiques, les stéréotypies, etc. Ça, c'est les deux grands piliers. Tout le reste, vous avez votre propre profil et vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Si, voilà, tel autiste a, voilà, une grosse sensibilité au bruit, qui fait une crise au moindre bruit, etc., vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dedans. Vous avez votre propre profil. Vous avez vos propres particularités, vos propres bizarreries, votre personnalité. Et ça doit être aussi ça qui est beau dans le monde. C'est la diversité, les amis. Donc par pitié, voilà, si vous vous reconnaissez pas dans tout ce que j'ai dit, etc., mais que vous êtes bien dans les difficultés sociales et tout ce que voilà, les deux grands piliers de l'autisme, quoi, il n'y a pas de souci, vraiment, you do you. Voilà, et ce sera la fin de cette vidéo. Je te laisse aller checker dans la description si tu veux en savoir plus sur mes contenus, etc., complémentaires. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu. Je vous dis à très vite. À la prochaine vidéo. J'arrive pas à finir. À tout de suite. Salut les amis. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.